Bien, donc après l'exemple sur le rapport au travail des salariés, on va à présent prendre un second exemple d'analyse factorielle des correspondances multiples. Cette fois-ci, c'est un exemple qui porte sur les trajectoires géographiques et les sentiments d'appartenance. C'est là une analyse factorielle qui a été faite à partir de la base de données Histoire de vie, une enquête de l'INSEE de 2003, la même enquête que pour le rapport au travail des salariés. Et donc 8403 individus interrogés toujours. Cette fois-ci, donc on a sélectionné en variables actives à la fois des variables de pratique et des variables d'opinion, de sentiment. Donc on a essayé d'approcher la trajectoire des individus à partir, là vous voyez, de variables qui portent sur l'étendue de la mobilité géographique. Est-ce que les personnes ont une mobilité assez réduite à l'échelle de la commune, à l'échelle du département, de la région, de la France, voire au niveau international? Une variable sur les pratiques donc de déplacement qui porte sur le nombre d'étapes, combien d'étapes les personnes interrogées ont-elles connues, est-ce qu'elles ont déménagé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et donc après, est-ce que ces déplacements, on peut les mettre en lien justement avec l'étendue de la trajectoire, est-ce qu'ils ont beaucoup déménagé mais finalement en restant toujours sur un territoire assez proche, ou est-ce qu'ils se déplacent avec des distances plus importantes? Ensuite, une autre variable, la quatrième, là, que je vous ai mise, sur la localisation de la trajectoire, c'est-à-dire est-ce que ces déplacements, est-ce que cette trajectoire géographique de l'individu, à l'échelle de l'individu, s'est faite toujours en milieu rural, en milieu urbain, ou est-ce que la trajectoire est mixte? Et donc, en plus de ces trois variables sur les pratiques géographiques, on a intégré aussi deux variables qui portent plus sur les sentiments d'appartenance. Donc, il y en a une qui était, est-ce que vous avez un lieu d'attachement? Donc, on essayait d'interroger le lieu d'attachement, le fait d'être attaché à un territoire, de mettre ça au regard des trajectoires géographiques. Est-ce que plus on se déplace, plus finalement c'est difficile d'avoir un lieu d'attachement? Parce qu'on imagine, voilà, si on est resté toute sa vie au même endroit, c'est peut-être plus facile de se dire attaché à un territoire. Et l'autre variable plus subjective hein, sur les sentiments des individus porte sur l'échelle d'appartenance. Si je vous demande d'où vous êtes, à quel territoire vous vous sentez appartenir, qu'est-ce que vous me répondez? Et donc là, les modalités de réponse étaient je me sens appartenir à une région, pardon. Donc il y avait des personnes qui disaient, voilà, je me sens fondamentalement breton, je me sens de telle commune. Il y avait des personnes qui se disaient français, appartenir à la France. Il y a des personnes qui se disaient plutôt d'un autre pays, des personnes qui se disaient européens et des personnes qui se disaient d'un autre continent. Je me sens africain, je me sens asiatique, voilà. Donc on a ensuite, pareil, hein, essayé de mettre ces sentiments d'appartenance en lien avec les trajectoires plus objectives hein, des individus. Donc toutes ces variables-là ont été mises en actif sur le plan factoriel et en modalité supplémentaire. Donc on a introduit des dimensions sociodémographiques hein, pour expliquer, pour essayer de saisir ces trajectoires et ces appartenances. Et donc ces variables sociodémographiques, c'est le sexe, l'âge, la CSP ou PCS, et donc les origines géographiques. Origines géographiques, ça veut dire est-ce que les personnes sont nées en France ou pas, est-ce qu'elles ont migré ou pas. Voilà. Donc sur le plan factoriel, là en bleu apparaissent les modalités
supplémentaires. Et donc en noir, ce sont les modalités actives. Alors qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde ce plan factoriel? On peut avoir une première lecture comme ça un peu intuitive où on voit les principaux points à droite, même commune, trajectoire en milieu rural, une étape plutôt des agriculteurs. Donc on voit très rapidement ce premier pôle qui s'oppose finalement à tout le reste. Et on voit également un deuxième pôle en haut plutôt à gauche, hein, avec sentiment, échelle d'appartenance au niveau du pays. Donc ce sont des personnes qui ont déclaré un autre pays que la France, ou on voit aussi des personnes qui ont déclaré un autre continent. Et il s'agit principalement, donc, a priori, de personnes migrantes, d'immigrés, qui ont connu une trajectoire donc, en France et à l'étranger. Donc on a ces deux pôles qui s'échappent, hein, et on a donc un troisième pôle intermédiaire qui est le reste, hein, c'est-à-dire plutôt des personnes qui ont connu une trajectoire mixte, rurale, urbain, des personnes qui vont davantage se déclarer français, qui ont une mobilité assez importante, hein, nombre d'étapes 4 qui émergent, 3. D'ailleurs, vous voyez assez bien sur ce plan comment le nombre d'étapes émerge et suit un peu le premier axe. Donc, nombre d'étapes 1 complètement à droite, et puis on voit nombre d'étapes 2 assez proche de l'origine, et après nombre d'étapes 3 à gauche, et donc complètement à gauche, nombre d'étapes 4. Donc on voit assez bien comment le premier axe est défini par cette trajectoire géographique et cette mobilité, donc très réduite à droite du plan et beaucoup plus importante à gauche du plan. Donc on peut, comme je vous avais expliqué la dernière fois, on peut se servir, si on veut avoir une démarche plus formelle, on peut se servir bien sûr des résultats des tableaux qui sont proposés. Donc là, pour varier un peu, l'analyse qui a été, l'analyse donc des matériaux a été faite à partir du logiciel SPAD, qui est un logiciel d'analyse de données, souvent utilisé notamment pour l'analyse factorielle. Donc, que nous apprennent là le listing, hein. Donc on nous dit que nous avons 5 variables parmi les variables actives, donc 5 variables et 20 modalités. À partir de cette première information, on peut donc en déduire le nombre d'approximations qu'on a produit, donc le nombre de mises en facteur, le nombre de valeurs propres et donc le nombre d'axes qu'il faut pour présenter l'ensemble des écarts à l'indépendance. Si on veut présenter toute l'information dont on dispose, si on veut résumer l'ensemble de l'inertie totale, il nous faudra donc présenter ces 15 axes, ce qui semble évidemment difficilement faisable. Alors, si on regarde un peu plus bas les valeurs propres, donc on voit que la somme des valeurs propres est de 0,6838, donc ça c'est notre inertie totale, et on va avoir le détail donc des 15 valeurs propres qui est présenté. La première valeur propre à elle seule, donc le premier axe, résume près de 23% de l'information totale. Le deuxième axe, lui, résume quasiment 13% de l'information totale. Et donc, à eux seuls, les deux premiers axes donnent à peu près plus d'un tiers de l'information, des écarts à l'indépendance. 35,7%
de l'information est fourni par les deux premiers axes. Donc ça, on peut, je vous avais expliqué, on peut se limiter à ces deux premiers axes, à l'analyse de ces deux premiers axes en disant, bah voilà, à eux seuls, déjà, ils fournissent une bonne part de l'information totale, on s'arrête là. On peut aller plus loin, regarder la valeur propre moyenne. Donc ici, la valeur propre, les résultats sont exprimés en pourcentage. Donc nous avons 15 valeurs propres, on a dit. En 100 divisé par 15, ça nous fait 6,7. La valeur propre moyenne, ici, donc fournit 6,7% de l'information totale. Donc on peut prendre en considération les axes et les valeurs propres qui fournissent plus que la moyenne, donc plus que 6,7. Si on procède de cette façon, on tiendra compte donc des 4 premiers axes, puisque le quatrième donne 7,03% d'information totale. Et si on s'en tient à ces 4 premiers axes, on pourra expliquer plus de la moitié. Donc, si vous regardez le pourcentage cumulé, on est à 52,28%. On pourra donc expliquer plus de la moitié de l'inertie totale, plus de la moitié de l'information totale, ce qui est déjà beaucoup. Donc là, nous, on va s'en tenir à regarder les 2 premiers axes, mais sur les tableaux qui sont fournis, vous avez les 5, si vous mettez au niveau des coordonnées ou des contributions, donc les colonnes, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ce sont donc à chaque fois les coordonnées, les contributions de l'axe 1, de l'axe 2, de l'axe 3, de l'axe 4 et de l'axe 5. Donc les 5 premiers axes vous sont proposés et vous pouvez donc creuser un peu, regarder chacun de ces axes. On voit par exemple là très rapidement que la variable sur l'existence d'un lieu d'attachement, la première variable, elle n'apparaît vraiment sur les plans qu'au 5e axe. Vous voyez, contribution cumulée, sur le 5e axe, au niveau de la contribution, ça représente 48%. Donc sur ce 5e axe, la variable existence d'un lieu d'attachement va être importante. Mais avant, on est à chaque fois proche de 0. Donc avant ce 5e axe, la variable existence d'un lieu d'attachement n'est pas clairement représentée. Alors, qu'est-ce qui est représenté sur les 2 premiers axes? Si on regarde les contributions, on voit que la trajectoire, donc la variable, elles ont des noms très sympathiques, la variable H-tab2, qui porte donc sur l'étendue de la trajectoire, cette première variable représente à elle seule 37% de l'information totale du premier axe. Et on voit, si on creuse, que c'est principalement la modalité même commune qui a contribué de façon significative à la constitution de ce premier axe. Donc pareil, toujours la même démarche, on peut, si on veut, pour s'aider un peu, calculer la contribution moyenne. Donc on sait qu'on a 20 modalités actives, on sait que les résultats sont présentés en pourcentage, donc 100 divisé par 20, ça nous donne 5. La contribution moyenne de chaque modalité, si elles se valaient toutes, elle devrait donc être de 5%. Donc on peut ici regarder du coup uniquement les modalités dont la valeur est supérieure à 5%. Donc émerge ici surtout le point même commune, 25,8, contribution de 25,8%, ce qui est très, très élevé. Et le deuxième point dont la valeur est supérieure à la moyenne, c'est donc H-tab2 égale France, qui va donc s'opposer au premier point, puisque d'un côté, si on regarde le coordonné, c'est 2,16, ça veut dire que la coordonnée est positive. Ce côté, il va se positionner
du côté droit de l'axe 1, alors que pour étape 2 égale France, donc ceux qui ont une trajectoire au-delà de la région, hein, sur plusieurs régions, là, ça va se positionner du côté gauche. Donc, première opposition, hein, on peut refaire le petit tableau qu'on a fait pour l'exemple précédent, donc avec une opposition entre eux. Là, si on procède pour tous les points, pour toutes les modalités, sur l'axe 1, on va voir qu'il y a une attraction entre le fait d'avoir une trajectoire toujours dans la même commune, donc c'est-à-dire une trajectoire très localisée, une seule étape, milieu rural qui apparaît, donc des personnes qui ont quasiment jamais bougé, hein, qui ont toujours vécu au même endroit et a priori plutôt en milieu rural. Qui sont ces personnes? Si on regarde du côté des modalités donc supplémentaires, qui sont ces personnes? Plusieurs profils hein, apparaissent. Ce sont plutôt des personnes jeunes, donc les moins de 30 ans sont surreprésentés là, sont de ce côté-là du plan. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes, hein, c'est un peu un effet structurel, hein, ils sont jeunes donc logiquement ils n'ont pas encore eu l'occasion de bouger. Donc parce qu'ils sont jeunes, on voit aussi une attraction avec le point étudiant. Et l'autre profil qui apparaît, hein, ce sont les agriculteurs et les inactifs, donc des personnes qui sont là encore plutôt ancrées localement sur le territoire. Émerge aussi le point des personnes dont leurs deux parents sont nés à l'étranger, donc des personnes plutôt a priori jeunes, plus jeunes, et qui ont une faible trajectoire, une mobilité assez réduite. Donc voilà, on a ce premier pôle sur l'axe 1 qui va s'opposer donc à des personnes qui ont une mobilité importante, donc trajectoire mixte, 4 étapes, trajectoire dans toute la France. Qui sont ces personnes? Plutôt des actifs, donc 30-59 ans, des cadres, et on a aussi, de façon relative, hein, moins flagrante que pour les cadres, le groupe des immigrés qui émerge aussi un peu. Donc voilà, première opposition, ceux qui bougent très peu avec ceux qui bougent. Qui sont ceux qui bougent très peu? C'est plutôt des jeunes ou des agriculteurs. Qui sont ceux qui bougent beaucoup? Ce sont principalement des cadres. Pourquoi? Parce que les cadres, dans leur trajectoire professionnelle, sont amenés à avoir plus que les autres une mobilité géographique pour pouvoir bouger dans la hiérarchie, hein, pour gagner en promotion. Il faut changer d'entreprise et donc il faut souvent se déplacer. Ça, c'est donc deux premiers pôles, première opposition. Que nous apprend l'axe 2? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, cet axe 2? Donc il va un peu nuancer, il va donner quelque chose, il fait une espèce de zoom hein, sur la situation précédente. Et qu'est-ce qu'il nous apprend? Donc là, il met en avant un axe, un profil, un pôle qui est composé des personnes qui ont une trajectoire en France et à l'étranger, donc des personnes qui vont se dire hein, appartenir à un autre pays. On voit que dans ce profil-là qui s'ajoute hein, donc à l'opposition peu de déplacements, beaucoup de déplacements, ce qui caractérise ce troisième pôle finalement, hein, celui qui s'échappe en haut à gauche hein, sur le plan, ce sont des personnes qui ont une mobilité en France et à l'étranger, donc trajectoire internationale, mais ce sont aussi
des personnes qui ont une trajectoire surtout en milieu urbain et qui sont finalement, certes, ils ont une trajectoire internationale, mais ils n'ont pas connu tant de déplacements que cela. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position intermédiaire entre ceux qui bougent beaucoup et ceux qui bougent très peu, quasiment pas. Ils bougent, certes ils ont bougé, c'est-à-dire ils ont connu une migration, donc ils ont plus d'un déplacement, mais une fois qu'ils sont en France, ce que l'on sait des migrants et des enfants de migrants, c'est qu'une fois qu'ils sont installés en France, après il est très difficile pour eux et ils connaissent finalement une mobilité géographique très limitée. Donc, ils ont cette mobilité internationale, mais après, une fois installés en France, ils vont peu se déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins souvent cadres que les personnes qui sont nées en France. Hein. Les migrants ont un profil plutôt de classe populaire, d'ouvriers. Donc, dans l'ensemble, hein, ça ne caractérise pas tous les migrants, mais voilà, ils ont connu quand même une migration qui peut entraîner aussi un déclassement social. Donc, professionnellement, ils ne font pas partie souvent de la classe des cadres qui est amenée à bouger. Et ensuite, ce que l'on sait, hein, c'est que le territoire, notamment les quartiers populaires dans lesquels ils sont souvent cantonnés, sont des quartiers un peu captifs, hein, qui les rendent captifs, c'est-à-dire qu'il est difficile d'en partir. Et ça explique aussi que finalement leurs déplacements vont être limités. Donc voilà, donc vous voyez que ici, pour formuler une analyse un peu sociologique, on regarde le plan, on cède des tableaux et ensuite on essaye de mobiliser un peu ces connaissances en sociologie urbaine, en sociologie des migrations pour cet exemple-là. On essaye, une fois qu'on a décrit, qu'on a mis un peu en relief les trois principaux pôles, on essaye un peu de donner du contenu hein, à ces profils et on essaye un peu de saisir ce qui s'y joue. Alors, maintenant, on entre donc dans le dernier point de ce cours qui porte sur les pièges de l'analyse factorielle et surtout sur l'analyse factorielle des correspondances multiples. Alors, les pièges, on va en voir trois principaux. Le premier piège, c'est la façon de lire les points et de les mettre ensemble sur le plan factoriel. On peut avoir une lecture un peu biaisée des résultats sur le plan, on va y revenir. Le deuxième piège, c'est l'effet de distinction dont je vous ai déjà un peu parlé. Vous savez, c'est quand il y a un point qui s'échappe et qui a tendance un peu à écraser le reste du plan factoriel. Et le troisième piège possible, c'est ce qu'on appelle l'effet d'homothétie, sur lequel donc on va revenir. Alors, premier danger lorsqu'on lit un plan factoriel, premier danger, c'est la lecture, la façon de mettre ensemble les différents points. Donc ici, sur le plan que vous voyez, on est parti d'un exemple assez connu, hein, assez mobilisé en analyse factorielle. C'est donc un fichier de données qui porte sur 4764 homicides, des homicides qui ont été jugés en Floride pendant une période limitée, donc de 1973 à 1979. On a publié ensuite donc ces données dans le New York Times le 11 mars 1979 avec une analyse qui a suscité la polémique et donc on va revenir sur ces résultats. Donc on a dans le tableau
et sur le plan factoriel, on a 3 variables qui ont été mises ensemble. Chacune de ces variables a 2 modalités. Donc on a une première variable qui est la couleur de peau du meurtrier. Alors on est sur, je vous ai dit, une situation états-unienne, donc aux États-Unis on parle de race. Bon, voilà, entre guillemets pour nous en France, hein, parce que c'est pas anodin de parler de race. Donc, trois variables, l'une qui porte sur la couleur de peau du meurtrier, blanc ou noir, couleur de peau de la victime, blanc ou noir, et peine attribuée donc au meurtrier, de peine, peine de mort ou autre peine. D'accord? Donc on a 3 variables. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 3 variables? On peut voir, donc, il s'agit de A, B, C, meurtrier, victime, peine de mort. On peut croiser, on peut regarder la liaison entre A et B, on peut croiser, on peut regarder la liaison entre A et C, ce qu'on va faire, hein, et on peut également regarder la liaison entre B et C. D'accord? Donc entre meurtrier, victime, meurtrier, peine de mort, victime, peine de mort. On peut faire ces différents croisements que l'on va faire. Par contre, on ne peut pas regarder l'action conjointe entre ces 3 dimensions. On ne peut pas regarder comment A, B et C s'articulent. D'accord. Du coup, sur le plan, c'est aussi, on ne peut pas non plus voir cette action conjointe. Donc sur le plan, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une attraction entre victime blanche et meurtrier blanc, d'accord? Proximité très forte, hein, angle aigu si ce n'est complètement fermé. On voit qu'il y a également une attraction entre victime blanche, meurtrier blanc et peine de mort. Et on voit qu'il y a aussi une attraction entre victime blanche, meurtrier blanc et autre peine. D'accord? De l'autre côté du plan, nous avons donc l'attraction, là, très nette aussi, entre meurtrier noir et victime noire. Mais on voit aussi, à la lecture du plan factoriel, une opposition entre meurtrier noir, victime noire et peine de mort. Donc, ces attractions, ces oppositions, on les voit sur le plan, mais on a du mal à démêler tout ça. La conclusion à laquelle on vient voilà, de façon un peu spontanée, c'est de dire que, a priori, les meurtriers blancs sont plus souvent condamnés à mort que les meurtriers noirs. Alors, si on va plus loin et qu'on essaye donc de décomposer un peu tous ces tableaux, on peut donc se poser plusieurs questions à partir de ces tableaux. Qui, bien sûr, est le plus souvent condamné à mort parmi les meurtriers? Est-ce que ce sont les noirs ou est-ce que ce sont les blancs? Mais on peut aussi, on va le voir, se poser d'autres questions. Alors, premier tableau, condamnation obtenue selon la couleur de la peau du meurtrier. Donc là, on voit qu'il y a 72 blancs qui ont été condamnés à mort parmi les 2257 meurtriers blancs. Donc on a un pourcentage en ligne de 3,2% environ. Donc 3,2% des meurtriers blancs ont été condamnés à mort, alors que si on regarde donc la ligne suivante des meurtriers noirs, on observe qu'il y a 59 donc, meurtriers noirs qui ont été condamnés à mort, parmi les 2507
meurtriers noirs. Et donc, on a un taux de meurtriers noirs condamnés à mort qui est de 2,4%. Donc, assez logiquement, hein, à notre question « Qui est le plus souvent condamné à mort ?», la réponse un peu spontanée qu'on pourrait faire là est de dire qu'il semble que ce sont les meurtriers blancs, quoi, il apparaît assez nettement au vu de ce premier tableau croisé et au vu aussi du plan factoriel que ce sont donc les meurtriers blancs qui sont plus sévèrement punis. Hein. Ce sont les meurtriers blancs qui sont plus souvent jugés et qui obtiennent la peine de mort. On peut confirmer cette situation d'attraction hein, entre le fait d'être un meurtrier blanc et le fait d'avoir la peine de mort. Donc il y a une attraction, là c'est plus que la moyenne, 2,7, et on a une opposition pour le 2,4 par rapport au 2,7 de la situation moyenne. On peut confirmer donc ces résultats en calculant le Qui2. Si on teste ici le Qui2, on a un Qui2 qui reste relativement faible, mais on a un Qui2 qui est significatif au seuil de 10%. Et ici, le journaliste hein, et le résultat que l'on amène, c'est que oui, de façon à peu près significative, les meurtriers blancs sont davantage condamnés à mort que les noirs. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe si on regarde la condamnation du meurtrier selon la couleur, sa couleur de peau lorsque la victime est blanche? D'accord? Donc, on regarde la couleur du meurtrier et on a ici filtré uniquement la situation où la victime est blanche. Donc, on n'a plus que 2433 meurtriers hein, ici sélectionnés, uniquement ceux qui ont tué une personne blanche. De nouveau, pourcentage en ligne, 3,4% chez les blancs de personnes condamnées à la peine de mort. Qu'en est-il quand on regarde lorsque le meurtrier est noir? On voit que le taux s'élève à 16,7%. D'accord? Parmi les meurtriers noirs, 16,7% lorsqu'ils tuent hein, une victime blanche vont être condamnés à mort, alors que parmi les meurtriers blancs, la peine de mort est octroyée dans 3,4% des cas lorsqu'ils tuent une victime blanche. Donc là, très nettement, avec un Qui2 significatif, on voit qu'il y a une attraction entre le fait d'être noir et d'avoir la peine de mort lorsque la victime est blanche. Et on voit que le taux hein, de peine de mort attribué aux meurtriers noirs est là largement supérieur à celui donné pour les meurtriers blancs. On continue. Cette fois-ci, si on regarde uniquement la situation lorsque la victime est noire, que se passe-t-il? Donc là, de façon aussi, alors moins flagrante, ça semble moins net, mais bon, il y a quand même une différence qui va être faiblement significative, mais qui n'est pas anodine.
lorsque le meurtrier est blanc et que la victime est noire, aucun des meurtriers blancs ne va être condamné à la peine de mort. Lorsque le meurtrier est noir et que la victime donc est noire, 11 d'entre eux, 11 de ces meurtriers noirs vont être condamnés à mort. Donc on est pour les meurtriers blancs 0%, 0%, aucune peine de mort, et pour les meurtriers noirs, donc 0,5%. Seulement, hein, donc un taux qui reste aussi très bas. On a un Ki2 qui n'est pas significatif, hein. On considère que la différence n'est pas significative, mais elle donne à voir quand même quelque chose, hein. Elle donne déjà à voir que lorsque la victime est noire, il n'y a pas de peine de mort qui est attribuée le plus souvent, en tout cas, voilà, très largement. Et on voit donc la différence de sentence, hein, attribuée lorsque la victime est noire et lorsque la victime est blanche. Mais quand même, ce que l'on voit ici, et on voit donc maintenant la contradiction avec le tableau 2, avec le principal résultat aussi qui apparaît sur le plan factoriel, on voit que dans les deux cas, que la victime soit blanche ou que la victime soit noire, dans les deux cas, ce sont les meurtriers blancs qui sont plus souvent sanctionnés par la peine de mort par rapport aux meurtriers noirs. Ce qui est a priori contradictoire avec le résultat principal qu'on avait observé. Donc on est dans une situation paradoxale, puisque sur l'ensemble des jugements, les meurtriers blancs sont plus souvent condamnés, mais lorsque l'on considère uniquement, hein, lorsque l'on zoome et que l'on regarde uniquement la couleur de peau de la victime, on voit que dans les deux cas, ce sont les meurtriers noirs qui sont les plus souvent condamnés à mort. Donc, ici, cette dimension, hein, cette troisième variable qui est la couleur de peau de la victime, vient parasiter un peu le croisement, le premier croisement qui est couleur de peau du meurtrier et sentence attribuée. Et il faut donc introduire cette troisième variable, la couleur de peau de la victime, pour saisir vraiment ce qu'il y a derrière le croisement initial et pour voir l'importance de cette troisième dimension. Comment expliquer, hein, finalement, comment démêler tout ça? Eh bien, il faut donc regarder cette fois-ci le tableau 6, où on met en lien donc couleur de peau du meurtrier et couleur de peau de la victime. Qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on croise ces deux dimensions? On voit qu'à 95%, les meurtriers blancs tuent des victimes blanches et qu'à 89%, quasiment 88,6%, les meurtriers noirs tuent des victimes noires. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les noirs tuent des noirs, les blancs tuent des blancs. Or, ce sont les victimes blanches qui donnent lieu à l'attribution de la peine de mort à cette période-là, hein, aux États-Unis, en Floride. Et donc, ce sont, par un effet de structure, hein, ce sont les meurtriers blancs qui apparaissent comme subissant le plus une peine de mort, non pas parce qu'ils sont blancs, mais parce que leur victime est blanche et que, a priori, à cette période-là, la valeur d'une victime blanche semble plus importante que la valeur d'une victime noire. Donc, ce n'est pas la couleur de peau du meurtrier qui importe, mais c'est bien la couleur de peau de la victime. Et comme les blancs tuent des blancs, eh bien, ils seront plus souvent
sanctionnés par la peine de mort. Donc vous voyez ici dans ce tableau que derrière la sentence, ce n'est pas le meurtrier qui joue, mais la victime. Et donc on voit dans le dernier tableau, le tableau 7, que lorsque la victime est blanche, dans près de 5% des cas, il y a une peine de mort, alors que lorsque la victime est noire, c'est seulement moins d'1%, ça donne lieu à moins d'1% à une peine de mort. Donc, comment éviter ce lien un peu biaisé qui apparaît sur le plan factoriel et qui apparaît dans le premier tableau? Comment éviter ces liens 2 à 2 que l'on voit? Il faut aller plus loin. Premièrement, en tenant compte, en revenant sur les contributions au Ki2, voir un peu où sont les principales contributions. Ensuite, ne pas hésiter quand même, lorsque vous faites des plans factoriels, à revenir à un moment donné au tableau croisé. Donc pour avoir des résultats, notamment des effectifs un peu plus fins. Et dernière chose, il y a toujours la possibilité sur le plan factoriel et même dans les tableaux croisés de créer des variables combinées. C'est-à-dire ici, dès l'instant où on voit que les meurtriers blancs tuent principalement à 95% des victimes blanches, on peut croiser une variable qui est une variable à 4 modalités, qui est meurtrier blanc, victime noire, meurtrier blanc, victime blanche, meurtrier blanc, victime noire, meurtrier noir, victime blanche. Bon, je me suis peut-être embrouillée quelque part, mais vous comprenez, de faire un croisement entre le meurtrier et la victime, et donc d'avoir une seule variable, et non plus 2 variables avec 2 modalités chacune, mais une seule variable avec 4 modalités. Et là, vous pourrez donc sur votre plan vraiment visualiser plus explicitement le lien du coup avec la peine de mort. On ne sera plus que dans une AFC et pas dans une AFCM ici parce qu'on n'a que 3 variables, mais peu importe. Alors, maintenant, on passe au deuxième piège, deuxième limite de l'analyse factorielle, deuxième chose dont il faut se méfier, avec laquelle il faut être vigilant. Alors, pour cet exemple-là, et pour ce piège, et pour le suivant qu'on va voir sur l'effet de distinction, je vous invite à lire l'article de Philippe Cibois. Je vous ai déjà parlé de Philippe Cibois, qui est le concepteur du logiciel Tri2, sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner. Il est le concepteur du logiciel Tri2. Il a une page sur Internet que je vous invite à consulter, page personnelle où il y a beaucoup de documents en ligne dont vous pouvez vous servir. Et il y a donc cet article qui est paru, qui date, mais qui est toujours d'actualité, toujours pertinent. Donc c'est un article qui a été publié dans Histoire et Mesure en 1997 sur les pièges de l'analyse factorielle. Donc je vous invite à le lire et il sera disponible sur l'espace court. Donc Philippe Cibois définit donc l'homothétie et nous dit: une homothétie, c'est une modification d'un ensemble de nombres, par exemple, où le facteur de modification, de réduction par exemple, est le même pour tous les éléments. L'effet d'homothétie en analyse des correspondances survient quand
les écarts à l'indépendance de deux tableaux sont homothétiques. Dans ce cas, on risque de ne pas voir la modification dans les résultats numériques ou graphiques. Bien, voilà la définition. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi il s'agit. On va y revenir. On reprend notre exemple sur l'orientation post-bac selon la série du bac obtenue. D'accord? Donc nous avions une population fictive depuis le premier semestre de 100 étudiants. On regarde où ces étudiants, où ces bacheliers, selon la série du bac, où ces bacheliers vont se diriger, vers quelle filière, université, classe prépa ou professionnelle. Et donc on a ici les écarts à l'indépendance qui visualisent, qui rendent compte donc des attractions et des oppositions. À droite, on a réalisé une homothétie réductrice, c'est-à-dire que vous avez les mêmes écarts à l'indépendance, mais on les a tous divisés par 10. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les attractions, les oppositions sont les mêmes. 0,3, c'est plus que 0, il y a bien une attraction. 0,5, c'est plus que 0. 0, il y a bien l'indépendance, mais on avait la même indépendance sur le tableau de gauche. Et moins 0,8, c'est bien une opposition, d'accord? Donc on a les mêmes attractions, on a les mêmes oppositions, mais on a là des écarts qui sont très proches de 0, ce qui signifie qu'on est très très proche de la situation d'indépendance. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas attention et qu'on projette donc ce tableau des écarts à l'indépendance si on réalise notre plan factoriel, notre analyse des correspondances. Donc vous avez à gauche une colonne avec les données d'origine, tableau des écarts à l'indépendance qu'on utilise depuis le début. Et vous avez à droite les données modifiées, donc avec les écarts à l'indépendance qui sont très proches finalement de la situation d'indépendance. À gauche, nous avons donc le phi2, le facteur, les facteurs, donc les valeurs propres qui sont présentées, et à droite également. Qu'est-ce qui est semblable dans ces deux tableaux et qui peut vous amener donc à interpréter, à analyser un plan factoriel qui finalement ne mérite pas d'être analysé puisqu'il renvoie à une situation quasi d'indépendance. Vous voyez que si vous regardez juste la part de contribution de chaque axe, vous avez votre premier axe, à droite, je suis à droite, vous avez votre premier axe qui exprime 80% de l'information totale, tout comme à gauche. Votre deuxième axe exprime près de 20%, c'est-à-dire le reste de l'information totale, comme à gauche. Et si vous prenez donc les contributions pour le facteur, donc contribution de chaque modalité à l'axe 1 puis à l'axe 2, vous voyez que les contributions, pour littéraire, on a une contribution de 88, à gauche, on avait également une contribution de 88. Donc, les contributions pour le facteur sont les mêmes. Qu'est-ce qui change? Les coordonnées changent un peu, mais finalement, puisque toutes les coordonnées vont être plus proches de l'origine, donc là on est à 30 alors que à gauche on est à 297, donc on est à 10 fois moins au niveau de la coordonnée, mais puisque toutes vont être plus réduites, finalement sur le plan factoriel, on ne va pas s'en rendre compte. Donc comment éviter là cette erreur? Donc on va avoir un plan factoriel
des écarts, rendant compte des écarts à l'indépendance, qui sera quasiment le même. Et pourtant, à droite, on est dans une situation quasi d'indépendance. Comment éviter ce piège? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder impérativement le phi2. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'à gauche, on a un phi2 qui est de 0,25, on va dire, alors qu'à droite, on a un phi2 qui est de 0,0025. Donc on a un phi2, on a une masse d'informations totale qui est très proche de 0. Si on multiplie notre phi2 pour retrouver le qui2, si on multiplie par 100, puisque c'est l'effectif, si on multiplie par 100, on voit qu'on a un qui2 qui va rester très faible, et donc on aura un qui2 qui ne sera pas significatif. Et c'est en revenant à ce qui2, en essayant de recalculer ce qui2 en fonction de notre effectif total, donc, qu'on pourra se rendre compte si notre plan, nos résultats méritent d'être interprétés ou pas. Donc, comment déjouer ce piège de l'homothétie? Toujours bien regarder le phi2, donc l'inertie totale, et les valeurs propres, puisque là aussi, les valeurs propres, puisqu'elles rendent compte valeur propre 1 plus valeur propre 2, c'est votre phi2 total, c'est votre inertie totale. Donc là aussi, vous voyez que vos valeurs propres sont très faibles, très proches de 0. Donc, bien regarder l'inertie totale, la comparer, essayer de façon un peu intuitive, comme ça, sans forcément aller voir la table du qui2, mais vous voyez, si vous êtes à moins de 1 ou si vous êtes à 20, à 100, bon, vous savez que votre qui2 est significatif ou qu'il ne l'est pas. Donc, essayez de retrouver le qui2 global. Et puis, bien sûr, lorsqu'on procède, lorsqu'on fait des plans factoriels, vous allez voir en vous entraînant, ils ne sont jamais parfaits du premier coup. On introduit des nouvelles dimensions, on les enlève, on met en modalité supplémentaire certains points, pas d'autres. Voilà, donc on fait plusieurs plans factoriels avant d'avoir un plan factoriel satisfaisant. Donc à chaque nouveau plan, regardez votre valeur, votre inertie totale, et elle vous informe aussi sur la qualité du coup de vos résultats. Donc l'intérêt du phi2, c'est que vous pouvez les comparer les uns aux autres, donc n'hésitez pas à le faire. Et une valeur propre, un phi2, une inertie totale qui est de 0,4, 0,5, ça rencontre d'un phi2 qui est significatif, d'un qui2 qui sera lui-même significatif. Dernier piège, dernier effet possible dans l'analyse factorielle dont il faut se méfier. Alors celui-ci, cet effet de distinction, vous allez voir quand vous allez vous entraîner, il est vraiment très fréquent. C'est un piège sans en être un, c'est-à-dire que c'est un peu une étape obligée lorsqu'on construit son plan factoriel, d'avoir comme ça des points qui s'échappent, des effets de distinction. Et donc, il faut surtout réussir à voir comment on gère cela. Je vous ai mis un exemple ici sur les pratiques culturelles. Donc, l'enquête sur les pratiques culturelles, c'est une enquête récurrente de l'INSEE qui a lieu de façon régulière. Elle porte ici sur 4722 individus adultes et sont sélectionnées donc les pratiques effectuées au cours des 12 derniers mois. Nous avons donc 11 pratiques: cinéma, bal, discothèque, match, théâtre, concert de musique classique, concert de rock, cirque, danse
jazz, opéra. Donc, les questions à chaque fois qui ont été posées, c'est: avez-vous, au cours des 12 derniers mois, été au cinéma? Oui, non. D'accord? Donc, on a 11 modalités sur des personnes qui disent avoir fait et 11 modalités de personnes qui disent ne pas avoir fait. D'accord? Donc, en tout, ici, nous avons 22 modalités, donc, puisque à chaque fois, c'était binaire. Alors, qu'est-ce qui apparaît? Tableau 1, je vous ai mis donc la distribution des pratiques. Donc, la pratique la plus fréquente qui arrive à près de 45%, c'est le fait d'aller au cinéma. Donc, ici, les effectifs et les pourcentages, vous voyez qu'on ne tombe pas à 100% et on ne tombe pas non plus à 4722 parce qu'il y avait donc la possibilité à chaque fois de dire oui ou non. On a cinéma, une variable, donc 44% disent aller au cinéma, ce qui signifie que on a 55-56% de personnes qui disent ne pas avoir été au cinéma, au cinéma au cours des 12 derniers mois. D'accord? C'est comme ça qu'il faut lire ce tableau. Donc, en plus de ces modalités qui vont être sur le plan en modalité active, donc 12 modalités, on a ajouté des dimensions supplémentaires, à savoir le sexe, l'âge, le niveau de diplôme du répondant. Donc, vous voyez le plan factoriel. Donc là, plan factoriel fait sous tri 2. Vous voyez, comme c'est sous tri 2, on n'a pas une belle ligne pour l'axe des abscisses et une belle démarcation pour l'axe des ordonnées. On a uniquement ce début de carré qui rend compte du point d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? 22 modalités actives. 22 modalités actives. Si on fait 1000 divisé par 22, les résultats sous tri 2 sont exprimés en pour 1000. Nous avons donc une contribution moyenne qui est de 15. Donc sur le plan n'apparaissent que les modalités dont la contribution est supérieure à la moyenne. Ça évite, comme je vous ai expliqué la dernière fois, ça évite d'avoir trop de modalités et notamment un amas de modalités près du centre, puisque les modalités qui contribuent peu vont se situer près du point d'origine. Donc on a ici les modalités actives qui sont supérieures à la moyenne et les modalités supplémentaires qui vont se mettre donc à côté des modalités actives auxquelles elles ressemblent. Que voit-on sur ce premier plan? Alors, on voit plusieurs choses. On voit on peut dire à peu près, on voit 3 pôles qui se dessinent. On a un premier pôle assez proche de l'origine qui apparaît et on voit un N à chaque fois, N balles, N discothèques, ça veut dire non. Ce sont les personnes qui ne font pas, qui ne pratiquent pas, d'accord? Donc il y a non-pratique du bal, non-pratique de la discothèque, non-pratique n'ont pas été voir un match de foot, ils n'ont pas été au ciné, ils n'ont pas été à un concert de rock, voilà. Donc on voit un cumul ici, une concentration de points, modalités de personnes qui n'ont pas pratiqué ces activités au cours des 12 derniers mois. Donc on peut, quand on
quand on réalise un plan factoriel, c'est toujours pratique de nommer ces pôles. Ça nous donne un peu des profils types. On peut les qualifier, on peut qualifier ce pôle des noms sortants. Hein, et donc ce premier pôle, à droite, plutôt donc sur le premier axe, ce premier pôle s'oppose au reste de la population, au reste qui sont ceux qui font quelque chose. D'accord ? Et donc ceux qui font quelque chose, donc qui se situent à gauche du point d'origine, on peut là les distinguer en deux groupes différents. Nous avons en haut à gauche avec le point opéra qui s'échappe justement. Nous avons donc ceux qui disent aller à l'opéra, point qui est en attraction avec ceux qui disent écouter de la musique classique, qui disent aller au théâtre, qui disent aller voir un concert de danse, un spectacle de danse, et ceux qui disent, donc avec ce point qui est un peu un point intermédiaire entre le deuxième pôle et le troisième pôle du bas, le point jazz, donc concert de jazz, qui fait un peu la jonction donc, entre les deux derniers pôles. Donc nous avons en haut à gauche ce deuxième pôle que l'on peut nommer les pratiques cultivées, hein, les pratiques plutôt des personnes socialement bon, on voit hein, que ce sont les deuxième et troisième cycles hein, qui apparaissent, 2, 3, C, Y, hein, ça rencontre des personnes les plus diplômées, donc qui vont avoir des pratiques plutôt élitistes, et ce qui renvoie évidemment là aux travaux sur les goûts, sur la distinction de Bourdieu. Donc, deuxième pôle, des pratiques donc cultivées, et troisième pôle en bas, à gauche, qui est plutôt le pôle des jeunes, avec des pratiques comme cinéma, cirque, concert de rock, discothèque, match, aller voir un match, et on voit donc qu'émerge ici en modalité supplémentaire le point 18-24 ans, élèves, qui rencontrent donc que ce sont des jeunes qui pratiquent ces activités. Alors, ici, quels sont les dangers? Donc, on voit bien les trois pôles. Hein. Ce qu'il faut éviter de faire par rapport au premier piège, hein, vous vous souvenez de tout à l'heure, c'est de considérer qu'il y a un cumul forcément de ces activités. Ce n'est pas parce que les points opéra, musique classique, théâtre, danse sont en attraction, ce n'est pas parce qu'il y a ce pôle des pratiques cultivées que ça signifie que les individus qu'il y a derrière ces pôles pratiquent l'ensemble de ces activités. Et là, je vous renvoie aux travaux de Lahire, d'ailleurs, sur la question qui montre hein, que les individus ont des pratiques culturelles hétérogènes, évidemment. Donc, il y a de façon un peu abusive ici, un peu oui, un peu erronée. C'est erroné si on lit cette attraction entre ces différentes modalités comme un cumul d'activités. Et d'ailleurs, on s'en rend compte assez facilement lorsqu'on regarde, lorsqu'on retourne à notre tableau des sorties et qu'on croise, non, qu'on ne croise pas d'ailleurs, c'est un tri à plat, qu'on regarde juste le nombre de sorties des individus. Hein. Les 4000, là donc nous avons les 4722 individus interrogés, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le pôle
des non-sortants, hein, qui est un peu écrasé, le pôle des zéros sortis, ceux qui ne pratiquent pas, il représente 76,8%. C'est-à-dire, les 3/4 des individus interrogés disent n'avoir pratiqué aucune de ces activités au cours des 12 derniers mois. Il n'y a donc qu'un quart des personnes qui constituent les deux autres pôles, ceux qui font quelque chose. Et si on va plus loin, hein, donc des personnes qui ont fait une activité au cours des 12 derniers mois, elles sont 13,5%. Des personnes qui ont cumulé 2 sorties, 2 types de sorties, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont pu le faire, ils ont pu, par exemple, aller régulièrement au cinéma. Là, c'est toujours la même activité dont il s'agit. Mais des personnes qui ont été au cinéma et au cirque, ou qui ont été, si on reprend notre pôle, hein, des pratiques cultivées, des personnes qui ont été à l'opéra et voir un spectacle de danse, il n'y en a que 6%. Et donc ceux qui auront fait 3 sorties, 4 sorties, 5 sorties, vous voyez que les pourcentages sont très faibles. Donc surtout, dans l'analyse, il faut expliciter ces liens, ces attractions. Oui, les personnes qui vont à l'opéra, si elles ont une autre pratique, elles vont avoir tendance à aller voir un spectacle de danse ou à aller au théâtre. Oui, il y a une attraction entre ces deux dimensions, entre ces différentes modalités. Elles iront moins souvent voir en discothèque ou voir un match de foot, mais ça ne veut pas dire qu'elles pratiquent l'ensemble de ces activités. Voilà. Alors, comment éviter, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quand on a ce premier plan et qu'on a donc une opposition un peu basique, hein, qui nous apprend finalement pas grand-chose, qu'on le voit déjà, hein, juste en regardant notre tri des sorties, du nombre de sorties, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de cette opposition entre ceux qui ne pratiquent pas et ceux qui pratiquent, et comment on peut procéder? On peut jouer avec les modalités actives et supplémentaires, et on peut décider de mettre les non-pratiques aux modalités supplémentaires. Si on met les non-pratiques en modalités supplémentaires, voilà ce qui apparaît. Elles vont, donc ces non-pratiques, elles vont se distribuer autrement, elles vont être donc cette fois-ci plus souvent proches des pratiques, et elles vont donc permettre elles vont permettre d'aller au-delà de cette simple opposition entre présence et absence, entre ceux qui font et ceux qui ne font pas. Donc du coup, l'ancien pôle d'exclusion, l'ancien pôle de ceux qui ne faisaient pas, va se répartir, se dispatcher autrement. Et on observe maintenant à droite ceux qui font, donc qui vont au bal par exemple, hein, qui vont voir un match qui est plutôt lié à un niveau de diplôme peu élevé. Donc on voit que ce sont plutôt des personnes qui ont un niveau de diplôme BEP, CEP, CAP aussi qui apparaît. Et puis nous avons un autre pôle là qui apparaît, qui est en plus en lien avec l'âge des personnes âgées. Donc on retrouve ceux qui ne vont pas en discothèque. Bon, ok, assez logique, personne
de 50 à 65 ans vont peu en discothèque, ils vont peu au cinéma, mais cette fois-ci, on voit que ils vont davantage voir des spectacles de cirque. Et là, on peut imaginer donc des grands-parents qui amènent leurs petits-enfants au cirque. Donc vous voyez que ces points, cette opposition un peu triviale qu'on avait en mettant les points des non-pratiques en modalité supplémentaire, permet de révéler de nouveaux pôles. On retrouve notre pratique en haut du plan. On retrouve notre pôle de la culture jeune qui vont en discothèque, qui écoutent donc du rock. Et on retrouve aussi donc à gauche du plan nos diplômés qui vont au théâtre, au spectacle de danse, écouter de la musique classique et à l'opéra. Mais ça nous donne, voilà, ça nous donne à voir quelque chose de plus riche, hein, en ayant mis ces modalités de non-pratique en supplémentaire. Alors, donc certains points, notamment le point opéra, s'échappent toujours. Donc là, il n'est pas très gênant parce que même s'il s'échappe, c'est-à-dire qu'on a un plan, hein, on a une origine qui est beaucoup plus, un point d'origine qui est beaucoup plus à droite, et du coup on a un plan à gauche, hein, qui est étendu parce qu'on a ce point opéra qui s'échappe. Pourquoi ce point s'échappe? C'est ce qu'on appelle, hein, un effet, c'est notre fameux effet de distinction. Pourquoi ce point s'échappe? Il s'échappe parce qu'il y a peu d'individus qui vont à l'opéra. Étant donné que ça représente très peu d'individus, c'est donc un comportement distinctif, atypique, qui est survalorisé sur le plan factoriel parce que, rappelez-vous, hein, toujours dans les contributions au Qui2, il va avoir ce plan va avoir une contribution élevée, et donc là, c'est cette contribution au Qui2 élevée qui se manifeste donc par ce point qui s'éloigne très fortement de l'origine. Donc là, il s'échappe, mais il ne nous empêche pas de lire l'ensemble du plan. D'accord ? Par contre, si vous voyez des points de pratique, d'opinion, notamment les non-réponses, souvent, hein, où on a un effectif aussi très limité, et qui ne nous apporte pas grande information souvent. Si vous avez des points comme ça qui s'échappent, si vous avez un effet de distinction qui apparaît et qui gêne la lecture globale de votre plan, parce que les autres points du coup vont être beaucoup plus amassés, dans ce cas-là, ces points qui s'échappent, on les met en modalité supplémentaire. Voilà, on les ajoute. Donc il y a tout un jeu sur le principe, hein, on met les pratiques, les opinions, donc c'est les modalités de pratique, d'opinion en modalité active, et on met les dimensions socio-démographiques, l'âge, le sexe, la PCS, le niveau de diplôme, les trajectoires parfois, en modalité supplémentaire. Mais lorsque vous avez comme ça des oppositions un peu triviales, des points qui s'échappent, des effets de distinction, dans ce cas-là, hop, la modalité, vous pouvez la mettre en modalité supplémentaire et voir ce que ça donne. Parfois, ça va être concluant, parfois ça ne va pas l'être, et il va falloir tenter un autre plan, ajouter d'autres modalités ou au contraire en retirer parce qu'il y en a trop. Voilà. Donc il y a, c'est un peu un travail, ça reste un travail aussi artisanal, hein, l'analyse factorielle. Il ne faut pas juste balancer ces variables et espérer qu'on va avoir un plan lisible et concluant du premier coup. Voilà, donc on a vu les principes généraux de l'analyse factorielle. Vous avez vu un peu, je l'espère, où ça
quel est l'intérêt, l'utilité de l'analyse factorielle, une analyse plutôt inductive, une analyse qui se veut descriptive. On l'utilise lorsqu'on a une base de données conséquente. On l'utilise pour explorer, pour essayer un peu de voir comment les points s'articulent les uns avec les autres. Donc on utilise souvent l'analyse factorielle de façon exploratoire, mais on peut aussi l'utiliser lorsque voilà, on a fait des croisements, on a présenté, on a balisé un peu les données sur lesquelles on voulait travailler avec des tableaux croisés. Quand on veut un peu finaliser et donner, avoir quelque chose ouais, les principaux profils types, si on veut donner une synthèse des résultats qu'on a présentés, on peut aussi le faire à partir de l'analyse factorielle. Donc voilà, il y a plusieurs usages possibles et comme toute méthode, il est toujours utile de la combiner. Ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises et c'est un peu ma façon de faire de la sociologie, cumuler les méthodes quantitatives, mais aussi aller voir par des entretiens, par de l'observation, ne pas hésiter à utiliser les méthodes quali et quanti de façon complémentaire lorsque c'est possible. Aujourd'hui, avec ces éléments de cours, je considère que vous devez être en mesure de lire un article comportant des plans factoriels. Toutes les revues n'en proposent pas, mais vous avez des revues comme les actes de la recherche en sciences sociales où vous pouvez trouver des plans factoriels. Vous avez des revues comme Sociologie contemporaine où vous pouvez aussi avoir, ou Sociologie tout court, qui propose donc des analyses quantitatives et des analyses factorielles. Alors, c'est une méthode qui aujourd'hui est encore un peu utilisée en France, mais de façon générale est quand même bien moins utilisée que les analyses économétriques type régression logistique. Ces méthodes lui sont préférées parce qu'elles sont peut-être plus simples, plus efficaces à utiliser. Donc, encore une fois, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, je considère que l'idéal, c'est de pouvoir utiliser les deux de façon complémentaire parce que ce n'est pas la même démarche et donc ça ne donne pas à voir la même chose, mais elles ne s'opposent pas. L'une est plus descriptive, l'autre est plus probabiliste et donc, encore une fois,